Bon, l'histoire de l'escadron de reconnaissance 133 Belfort n'est pas un long fleuve tranquille, pour trois raisons principales. La première, c'est qu'il est constitué par trois escadrilles aux histoires complètement différentes et aux dates de création très variées. La deuxième, c'est qu'il a subi, comme toutes les unités des armées françaises, les aléas de l'histoire. Et la troisième, c'est que l'escadron a longtemps fait partie de la 33e escadre, et les escadrons de cette escadre ont toujours été très liés les uns aux autres. Ils ont participé aux mêmes opérations, souvent dans des groupes constitués de personnel des trois escadrons. Donc c'est pour cela qu'on a du mal, ne serait-ce qu'à déterminer quand l'escadron est né. On peut estimer que sa naissance a eu lieu en même temps que l'armée de l'air, dans les années 30, en 33 ou 34, où les premiers groupes de reconnaissance ont été réellement créés. Et le 133 Belfort apparaît à cette période-là en tant que groupe de reconnaissance. Les trois escadrilles de l'escadron ont eu des vies dissociées au début. La première escadrille est la plus emblématique de la 33e escadre de reconnaissance, c'est l'escadrille de la Hache, qui doit son nom au capitaine Alfred Bordage, le premier commandant d'escadrille de la Hache, qui donc, avec le jeu de mots, la hache d'abordage, a donné cet insigne à son escadrille. Au début, c'était une vraie hache d'abordage, et puis finalement, au fur et à mesure de l'histoire, c'est devenu une hache à double tranchant. Donc cette escadrille est née en 1914, et dès le début, on se rend compte que la mission de reconnaissance va bien plus loin que la simple reconnaissance. Les avions de la salle 33, qui s'appelait MF-33 au début, ont participé à des combats aériens, ont fait même du bombardement, de l'appui-feu, dès le début. Cette escadrille va être symbolique de la 33e escadre de reconnaissance pendant toute sa période, va être à un moment l'unique escadrille du 133, avant d'être rejoint par le Petit Prince. Cette escadrille a été créée en 1956 en Algérie. Elle est relativement donc récente et elle a été évidemment créée en hommage à Saint-Exupéry et à la vue des beaux paysages algériens, désertiques, qui rappelaient un petit peu les romans de cet auteur. La troisième escadrille, le Léopard, est une escadrille créée en 1918. C'était la première escadrille de reconnaissance stratégique. Elle a rejoint l'unité que très tardivement, en 1993, après une longue interruption. Mais le Léopard a longtemps été associé lui-même au 133 et a porté le nom de 133 pendant la première période de vie de l'escadron, à partir de 1933 jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qui légitime ce choix de prendre le Léopard comme troisième escadrille en 1993, puisqu'il a longtemps été associé au nom du 133. Vous savez comment on surnommait, avec des ricanements appropriés, les pilotes de reconnaissance. On les appelait les chasseurs intelligents. Alors, d'où vient cette image de chasseur intelligent? Moi qui ne suis pas un chasseur intelligent à l'origine, je pense avoir trouvé la réponse. Alors, qui a dit ça, chasseur intelligent? J'ai oublié le nom de ce général. Donc, l'histoire, déjà, elle est assez ancienne dans le règlement de l'aviation de chasse et de l'aviation de combat.
il est écrit que le pilote de reconnaissance ne peut être que officier puisqu'il rapporte directement le renseignement à l'état-major. C'est écrit dedans, mais ce n'était pas la réalité, parce qu'à Strasbourg, il y avait plein de sous-officiers pilotes comme ailleurs. Ceci dit, c'était peut-être pas forcément eux qui allaient dire au général voilà ce que j'ai vu. Ni même d'ailleurs le lieutenant-pilote. C'était toujours quelqu'un d'autre qui allait dire voilà le renseignement que nous avons vu. Donc il y a déjà une notion de le pilote de reconnaissance, il rapporte un renseignement de valeur. Il rapporte une information de valeur stratégique qui va monter haut. Et après, il y a eu un jeu de mots qui a été fait par un général de la FATAC à l'époque, donc je pense que ça doit dater des années 70-80, qui a dit oui, un pilote de reconnaissance, c'est comme un pilote de chasse, sauf que c'est un pilote intelligent. Mais il faut simplement le prendre sous l'angle humoristique de la traduction, intelligence, le renseignement, voilà. Mais ils n'étaient peut-être pas plus intelligents que les autres chasseurs, mais il est probable qu'ils étaient sélectionnés pour des capacités particulières de se débrouiller dans n'importe quelle circonstance. Parce que pendant la guerre, leur mission principale, c'était quelquefois de partir à 1000 km dans les terrains occupés par l'ennemi, sans aucune aide radio, météo ni rien du tout, photographier un objectif militaire défini par l'état-major, de façon à ce qu'il puisse être détruit ensuite par le bombardement. Et la mission, les avions n'avaient pas de mitrailleuses, ils ne pouvaient pas se défendre. Ils n'avaient que des appareils caméra de photos, donc ils étaient obligés de revenir vivants pour apporter leur mission. Donc ça supposait un niveau de débrouillage, si vous voulez, qui n'était peut-être pas banal. Être un pilote de reconnaissance, c'est pas comme certains ont pu le dire, juste prendre des photos. Être un pilote de reconnaissance, c'est être capable de trouver du renseignement, de l'analyser, de le rapporter au plus vite. Et ça nécessite une formation qui prend du temps, qui demande du talent, des compétences et un entraînement qui nécessite le savoir-faire de plusieurs générations. D'où, je crois, l'appellation de chasseur intelligent. Ce qui va changer avec RocoNG, c'est, je pense, à mon sens, c'est qu'on va peu à peu perdre l'expertise purement reconnaissance, puisque la reconnaissance deviendra une mission annexe. Et je pense que ça s'apparentera là pour le coup plus à de la photographie qu'à de la reconnaissance. Voilà. Le but sera de capter du renseignement qui sera diffusé en temps réel et donc qui sera analysé à un autre niveau que directement par le pilote. Voilà, donc effectivement là on pourra dire que ce sera peut-être la fin du chasseur intelligent. Au début des années 20, devenir pilote d'avion dans l'armée française, c'est une aventure nouvelle un peu comparable à celle que proposait jadis la chevalerie. Pour cela, il faut soit posséder le brevet civil, soit s'engager. Antoine de Saint-Exupéry va devenir pilote militaire. Pourtant, il ne s'engage pas. Il n'est pas breveté de l'Aéroclub de France lorsqu'il prend contact avec l'aéronautique militaire le 2 avril 1921. Mobilisé le 7 septembre 1939, il est affecté à la base aérienne de Toulouse-Francazal, où son expérience de pilote civil le destine à des travaux d'instruction et de convoyage, alors qu'il n'envisage que de servir au combat. À l'âge de 39 ans, physiquement marqué par plusieurs accidents auxquels il n'a réchappé que par miracle, il est en effet jugé inapte aux missions de guerre. À force de démarche et de patience, il finit cependant par obtenir du général Vuillemin, commandant en chef des forces aériennes, une affectation au groupe de reconnaissance 233. Après l'entrée en guerre des États-Unis, Saint-Exupéry n'a de cesse que de mettre en accord ses actes avec ses écrits, en retournant se battre aux côtés des Alliés pour la libération de ses compatriotes. Recruté par la mission Bétoir le 1er avril 1943, il est de nouveau affecté au groupe de reconnaissance 233. Il rejoint son unité le 4 juin à Oujda, où les pilotes s'entraînent sur des Lockheed P-38 Lightning, un des avions les plus rapides de l'époque.
Ah, pour Saint-Exupéry, c'était mon idole de jeune garçon, aussi bien comme pilote que comme écrivain. Et quand j'ai appris que j'allais être appelé, qu'il avait servi un peu de temps avant au même groupe que moi sur P-38, parce qu'il n'y avait qu'une quinzaine de pilotes au 1-33, j'ai été évidemment absolument ébloui. Et ceci d'autant plus que tous ceux qui étaient là l'avaient connu. Le nombre d'anecdotes qu'on racontait sur lui en dehors de toute histoire vécue, c'est fabuleux. Ses tours de cartes, il était d'une habileté extraordinaire. Et puis alors il racontait des histoires, il inventait des contrepétries, enfin vraiment des trucs. Et alors qu'il était arrivé avec le grade de commandant dans une unité où tous étaient à peu près lieutenants les plus élevés, eh bien il avait dit tout de suite « Je suis caporal pilote ». C'est-à-dire, il n'y a pas de question de hiérarchie entre nous, nous sommes des camarades de vol, ce qui compte, c'est la mission, et il s'était comporté comme ça, avec une très grande simplicité, qui avait complètement mis ce groupe dans une atmosphère quasiment familiale, enfin. Commander le 1-33, l'escadron du Petit Prince, c'était une image. Moi, j'étais le 33e Petit Prince. Le 31 juillet 1944, le commandant de Saint-Exupéry s'envole à 8h35 vers la Savoie pour sa 10e mission de guerre sur P-38 Lightning. À 14h30, les derniers espoirs de le voir rejoindre le terrain de Borgo par ses propres moyens se sont évanouis. Les circonstances exactes de sa disparition demeurent à ce jour inconnues. Là, il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais directeur du bureau d'enquête et accidents et on nous a demandé de faire l'expertise de l'avion de Saint-Exupéry qu'on avait retrouvé, ses moteurs et tout. Et c'est retombé sur moi. C'est quand même beau, quoi. C'est ma première vraie expérience de commandement, c'est au 1-33. Et quand je suis dans une autre fonction plus tard, hop, ça revient, on me demande de faire quelque chose qui est en rapport avec Saint-Exupéry. Ça, c'est ça, quoi. C'est ça les traditions. Les traditions, c'est tirer le fil et puis faire que le fil ne se casse pas et le transmettre. À la fin des hostilités, le groupe s'installe en Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau. L'activité aérienne du temps de paix succède aux missions de guerre, malgré des moyens en matériel des plus modestes et en fin de potentiel. Je suis arrivé là, lâché sur un petit bimoteur Gotha, puis sur Lightning en monoplace, et donc on partait pour la première fois en avion bimoteur, ce qui n'était pas n'importe quoi. J'ai été affecté à des missions photographiques en Allemagne et en France, d'ailleurs, pour m'exercer. Et puis alors nous est arrivé à la fin de l'année une mission très particulière. Le général de Gaulle, dans son discours de Brazzaville, avait évoqué l'émancipation des colonies. Or, pour que les colonies puissent vivre, il fallait leur donner des cartes indiquant où se trouvaient les forêts, où se trouvaient les fleuves, où on avait des chances de trouver des mines, où on pouvait installer un chemin de fer, et il n'y avait rien du tout. Nous partons donc un jour de Fribourg à 6 avions. Nous nous posons à Salon de Provence pour prendre le matériel nécessaire pour la traversée saharienne. Il a plu pendant 15 jours, le terrain était complètement détrempé, il n'y avait pas de piste de roulage au sol en dur, c'était donc de l'herbe. Et moi qui roulais derrière le chef de groupe, derrière le légèrement décalé comme d'habitude pour voir. Bon, ma roue est passée sur un trou de bombe à raser, mais gorgé d'eau. Mon train s'est affaissé, l'hélice a touché le sol. Alors j'ai vu, pas impossible de sortir, je téléphone à Leleu, qui décollait pendant ce temps-là avec les autres. Je lui dis ce qui m'arrive. Il me dit, tu remontes à Fribourg, tu te fais donner un P-38 et tu viens nous rejoindre à Bamako.
aussi sec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la responsabilité d'un commandant d'unité qui dit ça au dernier nouveau, quoi, au dernier jeune pilote qui vient d'arriver. Je me pose à Marrakech, et à Marrakech, je vais me présenter au colonel commandant la base avec mon ordre de mission. Il saute au plafond, il me dit « Quoi, l'aspirant, vous voulez traverser le Sahara en solitaire? Ça ne s'est jamais fait, je vous l'interdis. » Alors, bon, c'est tout, je ne discute pas les ordres d'un colonel, et je retourne dans ma chambre. Là-dessus, j'apprends qu'il part en permission. Alors, je vais trouver son adjoint, et je lui dis « Mon colonel, m'autorisez-vous à aller à Casablanca pour faire changer mes quartz ?» Marrakech, Casablanca, aucun problème. Et une fois à Casablanca, j'ai plus rien demandé à personne. J'ai déposé un plan de vol pour Agadir, où je savais qu'il n'y avait pas de tour de contrôle, qu'il n'y avait rien. Et puis le lendemain matin, à l'aurore, j'ai décollé avec mes réservoirs pleins, et pour me trouver tout de suite devant une tempête de sable qui avait soufflé et qui mettait du sable à près de 3000 mètres de haut. Alors, pas question de risquer de faire gripper le moteur. Je me dis, oh là là, ça risque de durer pendant toute la traversée du Sahara. Et si je vais sur Bamako et que je passe Bamako, je ne sais pas où je vais atterrir. J'ai dit, bon, j'oblique sur Dakar, le Sahara, mais sur Dakar. Et je navigue. J'ai donc fait 6h30 de vol aux instruments, au-dessus du Sahara. Je n'ai pas vu le Sahara un seul instant. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvé hors du nuage, dans l'Atlantique, en pleine mer. Alors, j'ai retrouvé un cap qui m'a permis de tourner sur la Terre. Évidemment, la radio, les quartz ne marchaient pas. J'appelle la tour en disant, voilà, j'arrive du Maroc, demande l'autorisation de me poser. Pas de réponse. Je fais ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est-à-dire je passe devant la tour en battant des ailes et en attendant un feu vert ou un feu rouge, en me donnant l'autorisation de me poser. Pas de feu vert, pas de feu rouge. Alors il n'y avait plus une goutte d'essence dans mon truc. Je me dis, tant pis, je prends la première piste. Tant pis s'il y a un autre à la même idée au même moment, on verra bien. Je me pose, il n'y avait plus personne à la piste, à la tour. Il était 4h30, bon, comme aucun avion ne vient jamais s'y poser, ils étaient partis tranquillement. C'est la première fois qu'un monoplace de chasse traversait le Sahara. J'ai jamais trouvé personne qui m'ait dit le contraire, même après publication de mon article. J'ai interrogé un adjoint de Mermoz qui vivait encore, l'inspecteur général Bellonte, enfin plusieurs des gens de la Croisière Noire. Tout le monde m'a dit que ça ne s'était jamais fait. Donc je considère que je suis le premier à avoir traversé le Sahara en solitaire. Et puis le lendemain matin, les gens étaient revenus, j'ai fait remplir l'essence, et puis je suis parti sur Bamako. J'arrive à Bamako, personne prévenu, ni par Dakar, ni par personne. On me dit « Ah tiens, te voilà, bon, tant mieux, allez hop, au boulot demain matin ». Et à ce moment-là, on a commencé nos missions. Alors ces missions consistaient à faire pour l'Institut géographique national des strips de 500 km de long, avec virage minuté au bout, parce qu'on n'avait aucun point de repère, et il fallait que nos bandes se recoupent non seulement de moitié dans le sens aller, ce qui était facile, puisqu'il suffisait de régler le nombre de vues en fonction de l'altitude, mais au retour également, il fallait la même chose, et que les deux bandes se superposent à l'arrivée, au retour. Il y avait une caméra de nez pour les approches en piqué, une caméra verticale pour le planning, pour le plan, et puis 2 caméras latérales. Elles n'étaient peut-être pas toutes mises en même temps, mais la mission commandait l'emploi de tel ou tel appareil. Donc nous avons fait ce travail tout seul, sans aide, aucune aide technique, et chacun avec notre expérience de vieux routiers et d'aventuriers à la fois. Et nous sommes arrivés donc au bout de ces 3 mois et demi, je crois, en ayant accompli les missions dont on nous avait chargé. Nous avions cartographié, je crois, l'équivalent de la moitié de la France sur des pays comme le Soudan, le Niger, la Côte d'Ivoire. Donc c'était une mission vraiment monumentale, historique, enfin je veux dire.
Nous avions un chef mécanicien qui s'appelait le lieutenant Cellier, qui avait même découvert, à force de ses recherches personnelles, des défauts de l'appareil que les Américains eux-mêmes n'avaient pas détectés. Notamment ces histoires de panne au décollage. Et c'est un Français, c'est lui qui a trouvé pourquoi certains de ces moteurs calaient au moment du décollage. Donc nous étions une grande famille et on s'est revus des années après, jusqu'à ce que les gens disparaissent les uns après les autres. Mais tous les ans, on faisait un ou plusieurs repas ensemble, tous ravis de se voir, tout grade et toute spécialité confondue, quoi. Il y a toujours eu une bonne camaraderie chez nous. On a eu nos jeux, nos peines comme tout le monde. Hein. Il y avait une équipe qui faisait les révisions dans un hangar et les autres faisaient la piste. Donc il y avait des gens qui avaient un gros boulot avec les avions qui se trouvaient sous le hangar et la piste, ça ne voulait pas beaucoup. Ils avaient trouvé une astuce qui était formidable. Ils avaient créé 3 flights. Et là, chacun avait un avion. Il s'en occupait et quand elle avait fini que son avion partait, il donnait un coup de main si un de ses collègues du même flight fait la révision. Ça a toujours été une bonne maison. Le 26 juillet 1956, le président égyptien Nasser annonce la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez. 4 ans plus tôt, les officiers de l'armée égyptienne ont renversé la monarchie de Farouk Ier que soutenaient les Britanniques. À la tête d'une révolution sociale et nationale, Nasser veut souder le monde arabe contre Israël et l'impérialisme étranger. Le rapprochement avec la Chine et l'Union soviétique, qui livrent des armes, préoccupe les puissances de l'Ouest. La nationalisation de la Compagnie du Canal offusque l'Angleterre et la France. Malgré les efforts diplomatiques des Nations Unies, Londres et Paris se déterminent pour une intervention militaire. Dans le plus grand secret, le coup sera monté en coordination avec l'État hébreu. On est parti en août 1956. On avait touché les RF depuis très peu de temps. C'est nous qui avons été désignés parce que c'est nous qui avions les avions les plus récents. On est arrivé là-bas à Limassol et on est parti à la base aérienne d'Akrotiri. Les avions n'étaient pas arrivés encore, on est arrivé là-bas, on s'est installé. Hein. Et puis on attendait nos avions qui nous soient livrés. Quelques jours après, les premiers sont arrivés. Le premier s'est cassé la gueule, d'ailleurs le 054. Il est rentré dans les décors. Il a servi d'avion magasin par la suite. Parce que là-bas, on était accompagné par la 3e escadre de chasse de Reims. Et nous, on avait donc 10 avions au départ. D'après l'état-major, ils avaient pondu qu'il faudrait toujours avoir 9 avions disponibles sur les 10, ce qui aurait été très dur. Hein. C'est là que je me suis aperçu, moi comme je venais du bureau technique, j'étais au dépannage là-bas, mais comme à Cognac j'étais au bureau technique, je m'étais aperçu qu'il y avait des avions qui pouvaient voler sous la flotte. Alors Cognac nous en a envoyé 5 avec un réacteur adéquat, et on a fait les opérations avec 15 avions, et en avoir 9 de disponibles, c'était plus facile. Alors les opérations, ça n'a pas duré longtemps, hein. 5-6 jours, quelque chose comme ça. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il y a quelques instants, les gouvernements français et britanniques ont annoncé qu'ils avaient donné l'ordre à leurs forces de cesser le feu en Égypte à partir de demain mercredi, 1h du matin, heure française.
Cette décision a été prise à la suite de l'annonce de l'acceptation par l'Égypte et l'Israël d'un cessez-le-feu et de leur acceptation de l'établissement d'une force de police internationale dans le canal de Suez. Cet ordre de cessez-le-feu a été annoncé dans une communication. En 1967, l'unité évolue désormais sur un appareil français voué à la reconnaissance, le Mirage 3R, et prend ses quartiers sur la base aérienne de Strasbourg-Ensheim pour une durée de 27 ans. L'Alsace devient le berceau de la reconnaissance française. Le Mirage 3, lui, savait voler. J'avais 1000 heures de Mirage 3R, un truc, 1000 heures de 3RD, presque 1000 heures de Mirage 3R. C'est un avion de Rocco, il était fait pour la Rocco. Pas mal de capacités sur l'avion. Il y avait un calculateur, il y avait déjà un radar photographique, le SLAR, il y avait l'infrarouge. On faisait des photos, mais j'en ai des cartons entiers, parce que en fait, il y avait une capacité de photo qui était très importante dans l'avion. On avait 5 appareils photo. Il fallait avoir des bras, il fallait avoir des jambes, il fallait être rapide, courir, porter, emporter les magasins. Les épreuves internationales qu'on faisait, Royal Flush, Ample Gain, des choses comme ça, on était les plus forts en matière de délai de réaction, entre le moment où on a la mission et puis le moment où on ramène le renseignement, en précision et surtout en qualité artistique. On se prenait au jeu, je pense, tout le monde concourait pour la victoire de la mission. On rentrait en Mirage 3 dans l'escadron, on arrivait dans la Marguerite, il y avait déjà l'interprétateur photo qui vous regardait comme ça, le caméraman qui vous regardait comme ça, on lui faisait signe, ouais c'est bon, je me rappelle, on lui disait la 3, la 5, la 4, la 1. Et quand l'avion rentrait, en fin de compte, on essayait de récupérer rapidement la mission, on commençait à développer, et qu'en fin de compte, rapidement, le travail s'entassait. Quand on descendait, nous, il n'était plus là. Il avait déjà enlevé les chargeurs, ils étaient déjà partis. Et quand on arrivait à la table de vision des films, pourtant on ne traînait pas. Mais ils étaient déjà là en train de rouler. Et puis il y avait l'interprétateur photo, l'officier de renseignement qui était là et qui disait « Bon, donc tes 3 objectifs, c'est celui-là, celui-là. Par contre, j'ai vu que tu en as fait un 4e, il est où celui-ci » Ils n'avaient pas les coordonnées, ils avaient déjà tout dans la tête. C'était vraiment pour moi la belle période, quoi. Surtout quand on est jeune, quand on sort d'école, c'est vraiment l'image que je me fais, on va dire, d'une activité réelle, quoi. On bossait à fond pour avoir le renseignement le plus rapidement possible. Le renseignement le plus précis possible, le plus beau renseignement. C'était la belle vie de photographe, quoi. Voilà. Quand le F1CR est arrivé, lui, il y avait plein de systèmes. Il y avait bien sûr la centrale à inertie, mais par contre, au niveau Rocco, il y avait moins de capacité. C'était sympa, il y avait sur les photos, on savait où on était passé, on avait les coordonnées, mais il n'y avait pas les mêmes définitions de caméra. C'est un avion qui est complètement différent, le F1 du Mirage 3. Et lui, dès qu'il bougeait, il y avait les becs qui sortaient, les volets qui sortaient, bloum bloum, on avait toujours l'impression de voler sur les pavés. Donc, l'avion était différent, mais il poussait plus. Et là, on voit le changement arriver. On met en place un nouveau capteur, on a un nouvel avion avec un nouveau capteur. Ce capteur, il permet de délivrer le renseignement avant que l'avion soit posé. En fait, on va chercher à exploiter le système de l'avion pour faire
des choses différentes. Alors en termes de ROCO, c'est pour rapporter le renseignement plus rapidement. En termes de mission, qu'est-ce qui va évoluer? On va commencer à observer qu'on fait davantage de missions d'assaut, davantage de missions de tir, davantage de missions de défense aérienne. Il fallait absolument transférer. Donc à partir de là, c'est tout se résiner. Et puis on avait appris à se fréquenter, à se connaître, ça pouvait que bien se passer. Strasbourg, c'était une base magnifique, une piste très très belle, une base qui était proche d'une ville énorme. C'était bien, il y avait un cadre de vie extraordinaire. Les gens ne voulaient pas quitter ça. Coup dur, mais bon, après, on s'y fait. Le Mirage 3, on n'avait pas le ravitaillement en vol. Notre terrain de jeu, c'était l'Europe dans son ensemble à portée de bidon. Avec le F1CR, on avait le ravitaillement en vol. Donc on allait beaucoup plus loin. On a fait des opérations. En fin de compte, on était mis un petit peu au pied du mur, quoi, hein. Donc les transferts sur Reims, vu que les photographes faisaient partie du noyau dur, donc on s'est retrouvé dans la spirale des détachements extérieurs, avec le temps qui défile très vite, et puis on saute d'un site à l'autre, voilà. Attention, attention, attention. 4, 16, 6, 7, 8. Bagdad, je vous le disais, n'a donc pas tenu compte de l'ultimatum américain. Un peu plus tard... Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent en préservant son unité. Le recours à la force armée pour contraindre l'Irak à évacuer le Koweït est désormais légitime. C'était en été, c'était au mois de juillet, je crois, la décision du président, M. François Mitterrand. J'étais en conseil de classe en tant que parent, et puis on est venu me chercher. C'était un vendredi soir. On a passé tout le week-end sur la base à se dire on va peut-être partir. Et le dimanche midi ou le lundi midi, j'étais d'OPO. Et là, le président annonce, j'ai décidé d'envoyer un escadron de reconnaissance en Arabie Saoudite. On dit ça y est, c'est nous, on part. Il sera équipé de blindés avec des roues et des canons. C'était pas nous. Pour la guerre du Golfe, quand le 133 est parti en tant que deuxième détachement à Daguet, il est parti avec son Raphaël, son capteur photo. Alors que le 233 qui était parti en premier détachement, lui, il n'avait pas ce capteur. Donc le deuxième détachement a apporté une plus-value. Ma famille téléphonait en disant « mais il va y avoir la guerre, mais il va y avoir la guerre ». Et moi je leur répondais « mais non, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la guerre ». Mais on se préparait quand même à faire la guerre. Il y avait les Mirage 2000, les Jaguars et les F1CR. Et puis on se disait peut-être qu'un jour ça va craquer. Et on préparait les missions. Mais il y avait aussi quand même quelque chose qui nous ennuyait beaucoup. C'était le fait que les Irakiens avaient le même type d'avion. Le F1, ils avaient des F1 aussi. Et les Américains, la pilule ne passait pas, quoi. On a beau leur dire, ça n'a strictement aucun rapport. En plus, le F1CR, il n'avait pas une mission de défense aérienne, donc il était tout à fait, on pouvait le distinguer, mais il s'était même arrivé à un point que les Américains avaient dit même les Jaguars ne voleront pas parce qu'on ne sait pas faire la différence en l'air entre un Jaguar et un F1. Bon, heureusement, on a vu que finalement les Jaguars ont pu voler dès le début de l'opération, mais les F1CR, moi quand je suis parti, l'idée c'était déjà de se dire, bon, si on ne peut pas voler, on ne restera pas à Lhasa parce que ça serait insupportable pour les autres pilotes français qui sont là de partir à la guerre et de revenir et puis de voir des pilotes qui sont là et qui ne font rien. Et ça serait insupportable pour ceux qui restent de voir les autres partir et de rien faire. Donc on avait commencé à dire on rapatriera les avions sur Djibouti en attendant que la décision se prenne.
Ce dont j'ai la mémoire, c'est qu'à la fin décembre, on sait qu'on ne participera pas aux opérations et c'est à ce moment-là où on commence à prévoir le repli des F1 jusqu'au moment où il y aura un changement, ou par exemple pour faire de la place au Jaguar ou au Mirage 2000 s'ils ont besoin de plus de place sur le site. Et puis après, les frappes débutent effectivement en janvier. Fin décembre 90, ça faisait 4 ans que j'étais en escadron. Et je suis parti parce que quelque part c'était mon tour, mais les anciens avaient fait la mise en place. Il y a eu une deuxième relève, moi je suis arrivé en troisième relève. On ne savait pas trop où est-ce qu'on allait, on ne savait pas trop les événements. Début janvier 91, on a fait ces missions, on faisait de la photo, de l'assaut, comme je dis, beaucoup d'assaut parce que l'avion s'y prêtait bien, et puis de la photo, mais de la photo en haute altitude, l'avion s'y prêtait pas bien, puisque c'était le Mirage 3R qui était bien pour faire ça, il avait des longues focales, mais le Mirage FCR n'avait pas de longues focales, par contre, nous on avait le radar photographique, et c'est avec ça qu'on a découvert ce que faisaient les Irakiens au Koweït. Je pense qu'au départ j'avais une grosse appréhension, surtout vis-à-vis de la famille que je laissais dans métropole. Et sur place, je dirais, avec du recul, je n'ai pas vu le temps passer. Encore, mais quand j'en parle avec un collègue que je croise de temps en temps, on se dit qu'on a eu une bonne période parce qu'on a eu le coup des franches pour faire notre travail. On est là pour ça. Mais surtout pour le fait qu'on était là pour supporter les autres et puis qu'on voyait le résultat final. L'infanterie sait que son heure va sonner un jour ou l'autre et qu'à ce moment-là, malgré le travail de l'aviation, le plus dur restera à faire. On a découvert qu'ils étaient en train de construire une barrière de défense à partir de douves qui étaient inondées de pétrole, et tous les jours on voyait cette barrière qui avançait. À chaque fois qu'on faisait une mission, on la voyait qui avançait. Ça se voyait très bien sur le radar. C'était peut-être, je ne sais plus, 20 ou 50 km à l'intérieur des frontières, et on savait que si un jour avec les chars on devait avancer pour aller au Koweït, on serait confronté à traverser cette ligne de défense. On savait aussi à l'inverse que ça voulait dire que les Irakiens n'avaient pas l'intention d'envahir l'Arabie Saoudite, et vraiment c'était un renseignement qui était de première valeur. C'est à la demande du gouvernement tchadien que la France décide de mettre en place en février 1986 un dispositif militaire restreint mais cohérent et performant. Sa mission, assurer la défense aérienne de la capitale et apporter une aide logistique et humanitaire. Ce dispositif à dominante air a été appelé épervier. En décembre 86, je suis envoyé là-bas avec une équipe de mécaniciens pour armer le détachement, composé donc de 2 Mirage F1 CR et d'une vingtaine de mécaniciens et de 3 pilotes, dont moi. Nous relevions d'ailleurs le nouveau commandant du 233, qui était donc patron du 233 Savoie de l'époque, et qui m'avait simplement dit en me passant les consignes « ça chauffe, tu ne devrais pas tarder à y aller ». Les combats entre Tchadiens, Tchadiens du Nord on va dire et Tchadiens du Sud, Tchadiens du Nord de Goukouni Wedaï et Tchadiens du Sud d'Hissène Habré, faisaient que nos camarades terriens prenaient un petit peu les éclaboussures. Et donc comme il avait été interdit, c'était quand le président Mitterrand a décidé de monter cette ligne rouge au 16e Nord, c'était une frontière infranchissable, et donc tout franchissement de frontière entraînait une intervention de la France. Et donc il avait été décidé de détruire le ou les radars de la piste de Wadi Doum. Et donc les F1CR, leur mission, c'était ce que mes camarades de la 3 ont baptisé mission chèvre, comme l'animal, parce qu'on servait un petit peu de chèvre, c'est-à-dire qu'on était là pour forcer les radars à marcher. Donc il fallait pour ça présenter une menace sur le terrain de Wadi Doum. Donc on décollait à peu près à la même heure que les Jaguars. Les Jaguars partaient à l'est du Tchad, nous on était pratiquement au milieu, au centre du Tchad, et on partait au Cap Nord, les deux patrouilles. Et puis quand on a été présent dans le nord-ouest du Tchad, au nord-ouest de Faya-Largeau, là on a pris le cap vers Wadi Doum, en gros le cap 90 face à l'est, en direction de Wadi Doum, et là volontairement on est monté pour se faire voir par le radar de Faya-Largeau, de manière à ce que Faya-Largeau serve de sonnette pour Wadi Doum et force Wadi Doum à émettre. Une fois qu'on a bien été détecté par Faya-Largeau,
On est descendu, bien sûr, à très basse altitude, toujours en direction de Wadi Doum. Et au moment où on disparaissait des scopes, à 13h locales, les Jaguars donc, tiraient leur missile, qui est allé donc, sur le radar et qui a neutralisé le radar. Et puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que faisaient les F-1CR? Bien sûr, ils évitaient de rester dans la zone parce que ça sentait pas très bon. Et donc on a les uns les autres repris le cap retour. Donc on s'est collé par terre, on est resté comme ça le plus longtemps possible à basse altitude, à très grande vitesse. Et donc évidemment, à ces vitesses-là et à cette altitude, la consommation du F1 est très importante. Alors le copain avait un peu plus de pétrole que moi, puisqu'il avait ravitaillé à l'aller après moi, mais il avait 200 litres de mieux, hein, c'est tout. Il fallait penser à l'autre, mais il fallait surtout faire le plein, parce qu'on était encore loin. En forçant le panier pour faire la boucle qui nous permet d'avoir une petite marge de manœuvre pendant le ravitaillement en vol, une fois qu'on est connecté dans le panier, je suis rentré un peu brutalement dans le panier et j'ai failli tout casser. Je suis ressorti aussitôt sans arracher le panier et sans casser le gland. Nous avons tous les deux réussi à prendre du pétrole, nous sommes rentrés, vous imaginez un peu la fête qu'il y a eu à l'arrivée, notamment en voyant le Jaguar à 100 sans son martel en dessous. Certes, on avait été détecté par un radar, mais on avait été aussi poursuivi par un avion de chasse libyen. Mais voilà, donc ça c'est pas... On s'en est bien sorti, on est là. Et puis alors historiquement, c'est quand même très important de le dire, le 1-33, c'était sa première mission, et la 33, c'était sa première mission de guerre effective depuis Suez. La mission épervier, ça consiste à rapporter des photographies aériennes sur le territoire concernant beaucoup de choses, aussi bien la recherche de rebelles qui passeraient, aussi le suivi des camps de réfugiés qui nous permettent justement de voir un petit peu les étendues, si ça évolue, si ça diminue. Et aussi, on travaille beaucoup pour le groupement Terre qui, on va leur fournir des photographies aériennes pendant la saison des pluies pour voir si les routes sont praticables. On travaille un petit peu pour tout le monde, mais notre mission principale, effectivement, c'est la reconnaissance du territoire pour voir un petit peu l'évolution et le suivi des activités du théâtre. L'implication de la chaîne du renseignement et de la chaîne de l'image dans la préparation d'une mission de reconnaissance est vraiment importante. Le travail de préparation de l'objectif est vraiment une totale collaboration avec l'interprétateur photo où nous, on va lui exposer nos contraintes en termes de situation tactique et lui va apporter ses contraintes pour ramener le cliché le meilleur possible. Parallèlement à tout ce qui est technique, le Presto c'est un petit peu le paparazzi de la reco. Il y a une focale de 610 mm, donc c'est un gros zoom, quoi. Ce qui permet de pouvoir faire des zones que l'on risque de ne pas voir à la 33 ou qu'on ne peut pas prendre à la 33 et on arrive quand même à avoir de bons détails. Et la preuve, on est ici et on reconnaît bien tout ce qui est matériel. Le Mera 33, c'est une caméra cartographique qui est faite pour faire de la moyenne et haute altitude avec une focale de 150 mm. Et ce qui permet justement de pouvoir avoir tous les points de la photo à la même échelle, ce qui permet de faire de la carte. J'ai toujours aimé l'escadron, j'ai toujours aimé cette ambiance de famille, ça m'a toujours plu d'aller à droite, d'aller à gauche. J'ai eu une petite équipe d'interprètes images dont j'étais leur chef et on a fait du bon travail au point de vue reconnaissance de 1996 à nos jours, avec les différentes étapes des OPEX, aussi bien sur le théâtre d'Arabie que sur le théâtre tchadien. En général, toutes les missions de reconnaissance que l'on fait sont intéressantes, donc elles nous marquent un petit peu tout le temps. C'est un métier que l'on fait plus par passion. Nous, notre but, c'est de donner un résultat. Et rien que le fait de savoir qu'il faut donner un résultat, c'est déjà quelque chose d'important pour nous et quelque chose qui valorise le travail que l'on fait derrière. Par moments, ça peut paraître un territoire d'entraînement et c'est vrai que quand la situation est calme, c'est un espace aérien qui est très intéressant pour nous puisqu'on n'a aucune contrainte ou très peu de contraintes et c'est un théâtre qui se prête relativement bien à l'entraînement pour des théâtres un petit peu plus dangereux comme peut être l'Afghanistan. Cependant, la situation en Afrique elle est toujours à même
de basculer à un moment ou à un autre. On peut rapidement avoir une attaque de rebelles qui viendra de l'Est, et puis là, ça peut très rapidement monter en puissance. Et donc on est toujours un petit peu sur la pointe de l'aiguille, et il faut essayer de toujours être prêt et être en mesure d'apporter notre soutien, qu'il soit Rance ou soutien des feux. Février-avril 2006, c'était la première fois que les rebelles rentraient dans N'Djamena. Donc on a fait beaucoup de missions de reco, notamment sur les colonnes de véhicules au profit à notre profit, puis en même temps au profit du régime tchadien, de manière à les renseigner un petit peu sur la position des rebelles. On montait pas mal d'alertes, on avait même tiré des coups de semence sur la colonne de rebelles pour leur signaler qu'on était là et c'était pas la peine de venir nous voir si jamais ils leur prenaient l'envie de visiter N'Djamena. Ils ont quand même fini par rentrer donc, dans N'Djamena avec leur colonne de P4 et vu qu'on était d'alerte, on arrivait quand même à faire deux équipes, une équipe du matin là, qui montait assez tôt, les avions devaient être dispo pour 6 h du mat et on arrivait à se relever sur le coup des midi et je crois que c'était un dimanche matin et ce jour-là donc j'étais de repos en chambre et puis je me suis retrouvé réveillé par des gros sons, boum, ça faisait boum. Et en fait c'était en plein centre-ville, c'était les chars tchadiens qui tiraient sur les rebelles, donc les rebelles étaient aux portes de N'Djamena, aux portes de l'aéroport, donc là ça commençait à s'activer un petit peu, distribution des armes pour tout le monde, présence des saguets sur le parking. Après on ne savait pas trop si nous on allait partir avec les avions, si après le plan Chariba Garmi allait se mettre en place, etc. Bon, ça s'est assez vite calmé. Donc cette fois-là, ils sont assez vite ressortis. Je crois que c'est 2 ans après, en 2008, où ça a été beaucoup plus sérieux. Vous imaginez que quand vous êtes désigné pour faire une vraie mission, là ça serre les tripes, quoi. Oui, on a peur. Il ne faut pas se cacher la vérité. Quand on part pour une mission de guerre, eh ben, il y a l'estomac qui est serré, c'est évident. À partir du moment où on est... Alors il y en a qui vous diront que c'est quand ils mettent les pieds sur le premier échelon de l'échelle pour monter dans le cockpit. Il y en a d'autres qui vous diront que c'est quand ils ferment la verrière, quand ils mettent en route. Bref, une fois qu'on est dans notre habitat, la mission reprend le dessus, notre formation reprend le dessus, et là on est parti, on exécute une mission et on est entraîné pour la bien faire. C'est notre métier, de toute façon on est là, si on a peur, et il faut faire avec, et si ça craint, il faut faire avec aussi. Donc sinon on ne vient pas et sinon on fait civil. Moi, notre mission est celle-là. S'il y a quelque chose qui doit se passer, il faut l'assumer. Ici, on est déployé au Tchad, mais on est en fait réservoir de force pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est pas parce qu'il ne se passe rien au Tchad qu'il ne se passera rien dans un des autres pays de la sphère d'influence, on va dire, des EFT. Tout problème technique peut arriver à n'importe quelle mission, qu'elle soit importante ou pas. Ça, la panne est la panne. Donc, mais généralement, nous avons un bon produit puisque nous avons des bons spécialistes. Nous avons les photographes. S'ils n'étaient pas là pour développer le film, on n'aurait pas de produit. Donc les photographes qui sont des professionnels nous permettent d'avoir un bon film de qualité. Bien sûr, le pilote, qui sans lui, on n'aurait pas de photo du tout. Et bien sûr aussi les mécaniciens qui mettent l'avion en œuvre et qui va permettre à tout ça, toute cette chaîne, de réaliser une mission photo. Nous sommes le dernier maillon. C'est vrai qu'on nous voit parce que nous sommes le dernier maillon, mais nous ne sommes pas le plus important dans cette partie de réalisation de mission. Nous sommes importants dans la mesure où on va donner un produit fini, un renseignement. On fait de la navigation, on fait de la radio et on fait aussi la photo. Et l'avantage avec la photo, c'est qu'on a des contacts avec beaucoup de monde. C'est avec les interprétateurs photos, avec les photos eux-mêmes qui développent. Et donc, en fait, on a un suivi de la mission qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'une fois que l'avion est posé, le travail n'est pas forcément fini. Donc, c'est tout un ensemble de préparation avant avec les pilotes en fonction de ce qu'ils veulent et jusqu'à la fin pour savoir si, une fois que le film est sur la table, tout est bon et à ce moment-là, notre travail est fini. C'est vrai que les images, il y a moyen de les voir. Il y a moyen de
même de voir la préparation de la mission jusqu'à l'image, donc le but final de la mission. Et c'est vrai que par rapport à d'autres missions, on arrive à avoir un truc concret. Donc c'est vrai qu'on voit de suite pourquoi on bosse et pourquoi on remet en œuvre les avions. Et puis pour ma part, pourquoi on met plus de cœur à l'ouvrage pour le dépanner. Et puis pour changer un moteur un petit peu plus vite, même si les conditions météo ne sont pas terribles, s'il fait trop chaud par exemple. C'est vrai qu'on peut éventuellement débriefer avec le pilote, savoir ce qu'ils ont fait. Et en plus, on voit vraiment la finalité de la mission, quoi. Ma plus grande fierté en tant que dernier commandant du 133, c'est sans doute d'avoir connu un fort engagement opérationnel jusqu'au bout, jusqu'à la dissolution. À encore un mois de la dissolution de l'unité, 75% des avions de combat de l'armée de l'air qui sont déployés en opération extérieure sont des Mirage F1CR. Souvent, avec des moyens relativement limités, le personnel évolue dans un cadre de plus en plus complexe. Et je pense qu'ils se sont montrés dignes des anciens, ceux qu'on appelait les chasseurs intelligents ou les chevaliers de l'ombre. Donc on est bien sûr très attaché, et le jeune qui arrive au 133 dit bien sûr qu'il est le meilleur. Et aujourd'hui, je vais bien sûr dire que c'est le meilleur escadron de France. Mais si c'était à refaire, je pense que je ne serais pas le dernier à dire on y va. C'est vrai que le 133 jusqu'au bout, il se sera battu, enfin, entre guillemets, jusqu'à la fin. Je pense que les anciens, ils n'auront pas trop à rougir de ce qu'on a fait. Le 133 va fermer, mais il va renaître, parce que les traditions, on va trouver des gens qui ne veulent pas que le bout de laine se coupe, on va les trouver, et on gardera, parce que le renseignement c'est éternel, on en aura toujours besoin. Alors il n'y a plus de F1CR, mais il y aura autre chose qui remplacera le renseignement qui était rapporté par les F1CR. Bien sûr, je sais bien qu'il y a les potes qui sont sous Rafale, mais il n'y a pas que ça. Et on gardera les traditions. Bon, on a déjà perdu les traditions de la base de Strasbourg, mais des traditions riches comme celle du 133, pareil pour le 233 et le 333, on va les garder. Surtout celle du 1. Alors évidemment, tout le monde se demande ce que vont devenir tous les objets que nous avons dans notre escadron, ou même encore plus important, nos traditions, nos escadrilles. Eh bien, certaines vont être reprises par le 233, qui est un peu notre escadron frère, et qui récupérera une partie de notre patrimoine. Quant à l'avenir, eh bien, il est encore un peu flou, mais nous pensons sérieusement que la plupart des traditions du 133 seront récupérées par l'escadron de drones. Alors évidemment, j'entends tout de suite les anciens qui ont connu les avions pilotés et qui sans doute pleureront à cette annonce. Mais je leur dis qu'il ne faut pas, parce que sur drone, je pense que les gens connaîtront aussi de belles choses, verront des opérations extérieures, puisque les drones sont déjà déployés en Afghanistan. Et donc on peut être fier que nos traditions survivent
au travers un escadron qui est plus moderne, certes peut-être un peu moins humain, mais eux aussi connaîtront, je suis sûr, de fortes émotions humaines en opération ou ailleurs. Donc je ne suis pas inquiet, nos traditions survivront dans l'armée de l'air. La reconnaissance, il y en aura toujours besoin, et donc les traditions des escadrons de reconnaissance, j'en suis sûr, perdureront. L'esprit du Belfort survivra, en d'autres lieux, avec d'autres moyens. Peut-être arriverons-nous à retrouver le Petit Prince, dans l'espoir de pouvoir répondre à la supplique du poète « Écrivez-moi s'il est revenu ».